La disparition de Nadine Chabert. L'affaire de la disparition inexpliquée de Nadine Chabert, une femme de 34 ans, tout le monde se rappelle de son histoire, ou presque. Depuis le mardi 10 juin 2003, Nadine Chabert disparaît de la ville de Fos-sur-Mer. C'est en tant que passagère de la voiture de son mari Patrick, ou son futur ex, qu'elle est vue pour la dernière fois par sa mère. Son mari affirme l'avoir déposée ce jour-là, en début d'après-midi, au niveau d'un rond-point. Rapidement, les soupçons se tournent vers son futur ex-mari. L'homme qui voyage beaucoup ne s'inquiète pas, ou en tout cas ne montre pas son inquiétude en public. Ce n'est qu'une simple affaire de disparition inquiétante, car encore aujourd'hui, il n'y a pas de corps, pas de preuves, ni de sang. Mais pour beaucoup, en particulier les amis de Nadine, amateurs de spiritisme comme elle, c'est un crime. Tout au long du processus judiciaire, Patrick, son mari, se déclare innocent. Il n'a rien fait à son épouse, qui, pour tous ses proches, n'avait aucune raison de disparaître, sauf si sa passion pour le spiritisme avait pris un autre chemin. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandy et chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, je reviens sur la disparition encore inexpliquée de Nadine Chabert. Alors déjà, qui est Nadine Chabert ? C'est une femme de 34 ans qui travaille dans un centre de réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, d'après mes recherches, cela s'appelle un centre de rééducation professionnelle. Nadine et ses collègues aident les personnes en situation de handicap pour qu'elles retrouvent un emploi, entre autres. Nadine a également une passion. Elle est adepte de spiritisme, de divination, d'astrologie. Elle serait instable selon certains de ses proches. Instable, dans quel sens, je n'ai pas pu trouver. Nadine est aussi mère d'une enfant de 11 ans, qui s'appelle Émilie. Son mari, Patrick Chabert, a 39 ans. Il est conducteur de travaux. Il est donc souvent en déplacement professionnel sur plusieurs chantiers de construction, qui peuvent être publics ou privés. Étienne Baudu, un journaliste, dépeint un couple qui vit bien, chic. Le couple, en effet, gagne très très bien sa vie. Patrick, autour des 4 000 € par mois. Et Nadine, sur le point de faire une formation sur Paris, s'approche peut-être des 2 000 €, voire un peu plus. Bref, un petit couple de cadres supérieurs qui vivent très bien. Ils vivent dans une belle maison de Fos-sur-Mer, dans un quartier calme et résidentiel, près de la mère de Nadine. Nadine et son mari passent un moment charnière dans leur couple. Ils sont même sur le point de se séparer, comme cela arrive dans environ la moitié des couples en France. Avec leur fille Émilie, tout se passe bien. Côté couple, le divorce est une source de stress, d'angoisse, en tout cas pour Nadine. Selon le témoignage de certains de ses amis, Nadine dépeint son mari comme un homme colérique, manipulateur et très intelligent. Qu'elle avait peur de son mari et que c'est pour cela qu'elle voulait partir. Mais à part cela, rien d'alarmant, pas plus que dans notre couple qui se sépare. Nous arrivons maintenant au jour de sa disparition, le mardi 10 juin 2003. Près de Toulon, à Fos-sur-Mer. Le mercredi, soit le lendemain, le patron de Nadine Chabert est très inquiet, car elle n'est pas au travail et ce n'est pas son jour d'être absente, surtout sans prévenir. Nadine a en plus un planning très chargé, des rendez-vous toute la matinée.
Elle devait ensuite monter sur Paris pour suivre une formation. Son patron appelle le centre de formation, mais Nadine ne s'y trouve pas non plus. Et donc, vraiment très inquiet, sur les coups de 17 heures, le patron de Nadine prévient les policiers. Il informe les policiers que Nadine avait quitté son travail le mardi vers 13 heures pour un rendez-vous avec un juge aux affaires familiales pour une affaire de non-conciliation, soit un rendez-vous par rapport au divorce, qui de ce fait ne se ferait pas à l'amiable. Avant de partir ce mardi, elle dit à tout le monde « à demain », sous-entendant donc qu'elle reviendra. Le mercredi, le lendemain donc, comme les patrons, d'autres amis et collègues appellent les policiers pour signaler sa disparition. Ils sont tous extrêmement inquiets. Les policiers contactent le mari de Nadine, mais lui ne s'inquiète pas trop, pas plus que ça. Lui est en déplacement professionnel à quelques heures de voiture du domicile conjugal. Son mari Patrick se demande même pourquoi tout le monde est si inquiet. Ça ne fait que quelques heures que Nadine est disparue. L'affaire commence ainsi donc, avec des proches super inquiets et un mari qui semble ne pas s'inquiéter. L'enquête commence tranquillement et en premier lieu, les enquêteurs posent des questions à ses proches, ses amis et ses collègues de travail. Le patron de Nadine rapporte que depuis quelque temps, Nadine semblait affaiblie. Le divorce la tracasse beaucoup, contrairement à son mari. Patrick a bien sûr mal pris au départ le désir de séparation, mais avec le temps, il a fini par accepter. Nadine voulait partir en Haute-Savoie avec sa fille, soit à peu près 5 heures de route du domicile actuel. Le jeudi 12 juin, Patrick est interrogé, entendu par des policiers. C'est lui, son mari, qui est le dernier à l'avoir vu en vie. L'homme était en déplacement sur Toulon pour le travail, à 1 heure de Fos-sur-Mer, donc vraiment pas très loin. Il explique avoir vu son épouse vers 14 heures le mardi. Elle se trouvait à la maison. Lui ne travaillait pas. Il explique l'avoir déposée au rond-point de l'Intermarché de Fos-sur-Mer, avenue Louise Michel, si l'Intermarché n'a pas bougé. Mais je ne pense pas, au vu des images. Elle avait pris simplement un sac à main et un petit sac de voyage en cuir. Soi-disant, selon son époux, pour retrouver une collègue de travail, monter en TGV ensemble, direction Paris pour son stage. Pourtant Nadine devait partir le mercredi, et non le mardi. Est-ce que son mari Patrick se trompe-t-il? Ou Nadine lui aura-t-elle menti? Et si elle lui a menti, pourquoi? Surtout que normalement, elle avait rendez-vous avec un juge ce jour-là. Alors pourquoi lui dire qu'elle devait se rendre ce jour-là à Paris? Patrick est super sincère avec les enquêteurs. Il explique que sa femme et lui sont sur le point de se séparer et confie même aux policiers que Nadine était prête à tout pour refaire sa vie, selon les mots de Nadine. Sur ce point, le fait qu'elle soit prête à tout, il a du mal à y croire. Et prête à tout, ça veut dire quoi? Après avoir déposé Nadine au niveau du rond-point d'Intermarché, Patrick se rend à l'animation de sa grand-mère, à Trinquetaille, au nord d'Arles, à 40 km de Fos-sur-Mer. La mère de Nadine, Hélène Pérez, est aussi interrogée. Après tout, elle vit juste à côté de la maison du couple, chemin de la Fenouillère à Fos-sur-Mer. Et elle confirme les propos de Patrick, son mari. Le mardi, elle voit le couple partir en voiture, et tout en apparence semblait normal. La mère de Nadine estime que sa fille aurait pu partir volontairement de la maison. Hélène pense que sa fille a eu peur du rendez-vous avec le juge et qu'elle aurait pu partir sans prévenir personne. Ce qui l'inquiète plutôt, c'est qu'elle ne donne aucune nouvelle. Les enquêteurs, eux, c'est assez logique, plutôt ordinaire même, soupçonnent le mari. Mais bon, après tout, les proches sont les premiers suspects dans ce type de disparition.
Le couple était sur le point de mettre un terme définitif à leur relation. Et Nadine voulait partir après le 5 heures de route de chez Patrick. Les enquêteurs poussent les investigations et découvrent que quelques heures après sa disparition, Nadine et son mari avaient un rendez-vous super important avec un juge d'Aix. Patrick est donc de nouveau entendu par les enquêteurs. Lorsqu'il est entendu, les enquêteurs relatent des incohérences dans son emploi du temps, entre le 9 et le 10 juin 2003. Ils demandent s'il savait pour le rendez-vous avec le juge. Normalement, il le sait, puisqu'ils avaient rendez-vous tous les deux pour divorcer. Et son mari Patrick affirme ne pas avoir été mis au courant de ce rendez-vous avec un juge pour divorcer le mardi 10 juin, jour où il l'a conduite au rond-point d'Intermarché. Les enquêteurs ne parviendront jamais à prouver que l'homme était au courant. Il n'a pas reçu de coup de téléphone, il n'a pas eu de courrier en recommandé, pas de mail, rien du tout. La maison du couple est également fouillée, et Patrick rapporte un fait étrange. Il manque 2000 € en liquide qui se trouvaient dans la maison. Les enquêteurs fouillent également la voiture de Patrick, lieu où Nadine sera vue pour la dernière fois. Dans sa voiture, ils découvrent le chargeur de portable de Nadine, mais pas son téléphone. Les enquêteurs y découvrent également, dans le coffre de la voiture, une sacoche remplie de papiers aux écritures ésotériques. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si je trouve une illustration, pour vous donner une idée, je la mettrai. Patrick déclare qu'il ne savait pas que quelque chose se trouvait dans le coffre. Dans la maison, il n'y a pas de traces de lutte. Tout est en ordre. Il en va de même pour les chambres. Le Blue Star ne sera lui utilisé que 9 mois plus tard, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il détecte la moindre trace de sang, ou plutôt la moindre trace de fluide. Et après 9 mois, il n'y a rien. D'autres maisons de la famille, situées à la même adresse, seront aussi fouillées, ainsi que d'autres maisons dans les Hautes-Alpes et à Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan. Ces domiciles seront fouillés avec minutie. Sans résultat, Nadine n'est pas passée dans ces maisons. En tout cas, il n'y a pas de traces. Il faut maintenant se rappeler de la passion de Nadine pour l'ésotérisme. Nadine a rejoint un petit groupe d'amis. Et eux semblent beaucoup plus alarmés. Ils pensent que Nadine n'est déjà plus parmi nous. De leur côté, ils recherchent déjà un corps, sans pour le moment, encore aujourd'hui, y parvenir. Le mari, suspect idéal? Le 29 juillet, son mari, Patrick Chabert, est placé en garde à vue. Son emploi du temps, ses propos lors des auditions sont remis en question. L'homme le répète, il ne savait pas que la sacoche se trouvait dans le coffre de la voiture. Il raconte avoir tenté de joindre son épouse dans la nuit du 11, et ce à plusieurs reprises sans résultat, à 2h42 selon les données téléphoniques. Il reste sur ses premières déclarations. Il conduit Nadine au rond-point d'Intermarché où une amie à elle l'attend pour partir sur Paris en TGV. Puis, il se rend à l'inhumation de sa grand-mère. Et il ne savait pas que cet après-midi-là, Nadine et lui avaient un rendez-vous avec un juge pour le divorce. Lui pense simplement que Nadine était déjà sur Paris. Les enquêteurs n'ont pas d'éléments, l'homme est libéré. Mais pour une amie de Nadine, elle trouve étrange que Nadine ait demandé à Patrick de la déposer au rond-point Intermarché. Car Nadine jugeait l'endroit dangereux, mal fréquenté. Du coup, ça ne correspond pas du tout aux dernières images de l'endroit en question, que j'ai via Google Maps. Et l'Intermarché n'a pas bougé d'endroit. Ce n'est pas un nouveau magasin. Le 13 juin 2004, Patrick est de nouveau en garde à vue. Son emploi du temps est encore une fois en question. À 23h52, sa voiture passe le péage du pont d'Étoile près d'Aubagne. La téléphonie est exploitée à fond. En ce qui concerne l'appel de Patrick à Nadine, le 11 juin. Il est passé à 2h45 du matin,
précisément. L'appel a été passé, mais pas depuis la maison du couple à Fos-sur-Mer, mais à proximité de Toulon, à la Valette du Var, dans une chambre de l'hôtel Ibis. Patrick Chabert y arrive à 2h30 et il quitte l'hôtel à 8h33. Ce détail, l'homme ne l'a pas mentionné aux enquêteurs, et c'est très louche pour eux. Il explique qu'il avait un chantier non loin de là, et qu'il commençait très tôt le matin, qu'il avait donc décidé de dormir ici cette nuit-là, pour ne pas se lever trop tôt de leur maison de Fos-sur-Mer, et c'est tout. Mais il y a un truc encore plus louche. Son trajet entre ce péage et son hôtel est de 35 minutes à tout casser. Mais Patrick Chabert a mis 2h42. Pourquoi ? Il explique ce long trajet par des allers-retours. Il croit avoir oublié son portable à la maison. Il fait donc demi-tour avant de remarquer que le portable était là. Et faire demi-tour sur l'autoroute, c'est beaucoup plus compliqué. Le trajet est presque doublé. Mais les enquêteurs, la juge, ont une autre idée. Il tue Nadine le mardi, met son corps dans le coffre, se rend à l'inhumation de sa grand-mère, puis cache le corps quelque part, coulé dans du béton, d'un chantier ou ailleurs. Son mari Patrick Chabert est accusé de l'avoir tué, d'avoir même prémédité le meurtre de Nadine Chabert. Il est suspecté d'assassinat. L'homme est placé en détention. Un jugement sous le coup de l'intime conviction. C'est ce demi-tour sur l'autoroute qui fait porter un peu plus sa culpabilité. A-t-il oublié? A-t-il menti? A-t-il tué sa femme? Patrick Chabert comparaît libre le 23 septembre 2010. Sincèrement, Patrick Chabert pense que Nadine est partie d'elle-même, car le divorce était une source de stress. À la barre, Patrick Chabert semble froid, distant, sans empathie. Et cela ne va pas jouer en sa faveur. Pas du tout. Sa maman pense que Nadine, sa fille, n'était plus la même personne. Nadine n'était que l'ombre d'elle-même. Mais pourquoi? À cause de qui ou de quoi? De son divorce, de son mari, d'un manipulateur? Sa mère pense que oui, qu'elle aurait pu être manipulée. Que peut-être elle se trouve dans une secte, peut-être, ou entre les mains d'un gourou. Mais pour l'accusation, il y a des éléments à charge. Les omissions trop nombreuses à leur goût. Le fait que Patrick, après la disparition de son épouse, ait fait des chèques avec le chéquier de Nadine. Pour cela, il a été condamné. Des amis de Nadine déclarent que Nadine leur avait dit que si elle était absente trop longtemps, eh bien, il fallait se tourner vers son mari. Et il n'y a malheureusement rien d'autre. De ce fait, sans preuve, ni aveu, Patrick Chabert est condamné à 20 ans de prison pour avoir tué son épouse, Nadine Chabert. L'homme fait appel de la décision. Le 12 décembre 2011, l'appel commence. Patrick Chabert est toujours soutenu par sa famille, sa fille et la mère de Nadine. L'avocat général, lors de l'appel, écarte les pistes autres que Nadine soit décédée, tuée par son mari. Il a menti sur son emploi du temps, sur ses déplacements. L'avocat général requiert 20 ans de prison, mais les jurés ne suivent pas. Cet appel l'acquitte en décembre 2011. Pour la justice, en tout cas pour les jurés, Patrick Chabert n'est pas responsable de la disparition inexpliquée de Nadine Chabert, son épouse. Le 14 mai 2012, Émilie, sa fille, porte plainte pour enlèvement et séquestration. Émilie et la maman de Nadine, Hélène Pérez, espèrent avec cette plainte des avancées des réponses, mais aussi une nouvelle instruction. Le mystère reste entier. Cependant, en janvier 2013, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence déclare que la plainte est irrecevable.
La famille fait appel et l'appel confirme son irrecevabilité. En mars 2013, direction la Cour de cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 5 mars 2013. L'enquête peut donc reprendre. Le dossier est relancé et fait la une en 2016. Un non-lieu est malheureusement prononcé en 2022. Il n'y a aucune piste. Étant partie civile, Amy, sa fille, avait accès au dossier dans son intégralité. Elle n'a pas défendu son père parce que c'est son père et qu'elle lui doit une honnêteté sans faille, mais parce qu'en lisant son dossier, elle s'est rendue compte que beaucoup de pistes ont été reformées bien trop vite. La fugue amoureuse, mystique et sectaire sont mises rapidement de côté au profit de l'époux qui tue sa femme parce qu'elle veut le quitter. Émilie va aussi découvrir, bien des années après l'enquête, des lettres de sa mère, des notes, qui sont assez inquiétantes, qui tendent à démontrer que sa mère était sur une pente glissante. Un disque dur a même été retrouvé, qui montre également que Nadine cherchait des réponses sur des sites ésotériques, des réponses à ses questions, sans entrer dans les détails de ces questions. Finalement, que cherchait Nadine à travers l'ésotérisme? Dans ses textes, dans ses notes, Nadine raconte ses conversations avec l'au-delà et sa surconsommation de moquettes. Certains proches envisagent que Nadine ait rejoint une secte, mais cela, la justice n'y croit pas. Le mari de Nadine Chabert va faire de la prison du 24 septembre 2010 au 15 décembre 2011 pour rien. Pour la justice, Patrick Chabert n'a pas tué son épouse, ou en tout cas, il n'y a aucune preuve contre lui, juste des faits indirects. Sa fille Émilie a toujours défendu son père, et ses proches ne doutent pas de son innocence. Le corps de Nadine Chabert, si elle est bien décédée bien sûr, n'a pas été retrouvé. Des recherches ont été menées un peu partout pour retrouver son corps. Même sur un des chantiers de Patrick, celui de la prison de la Farlède à Toulon. Mais le chantier était déjà fini, ou quasiment fini, au moment de la disparition. Alors, s'il n'y a pas de corps, est-ce qu'il y a un crime? Nadine a-t-elle rejoint un gourou? Est-elle partie volontairement? Et est-ce que quelque chose lui est arrivé en route? Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,